Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui dans le podcast, on diffuse la dernière séance des mercredis des révolutions. Ces mercredis, c'est l'Université populaire de la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle, en partenariat avec Politis et Mediapart, une fois par mois à la mairie du 18e à Paris, et c'est un lieu de dialogue entre le passé et le présent autour des révolutions, de l'histoire révolutionnaire. La discussion d'aujourd'hui est avec David Bell, déjà intervenu dans le podcast, et Mathilde Larère sur la question des chefs et des leaders en révolution. J'en profite pour vous inciter à venir ce mercredi, le 8 février, pour une discussion avec Ophélie Siméon, Paul Manœuvrier-Hervieux et Gilles Fumet sur un thème passionnant, la faim, F-A-I-M, justifie-t-elle la révolution ? Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur le site parolehistoire.fr et sur YouTube. Vous pouvez nous écrire à parolehistoire@gmail.com. Merci et très bonne écoute. Séance animée par Alexandre Fondidi. Donc d'abord, bienvenue à toutes et tous à cette université populaire que la mairie du 18e arrondissement et la Société d'Histoire de la Révolution de 1848 organisent depuis désormais 6 saisons. Et cette séance, qui va se demander, vous l'avez vu, si la Révolution a besoin de leaders, peut sembler une provocation d'emblée. La notion de leader m'a fait penser spontanément au monde de l'entreprise plutôt, ou du management. Soit pour rester à l'univers politique plutôt, à des idéologies de droite, voire d'extrême droite, ou en tout cas très éloignées des valeurs démocratiques qui mettent l'accent sur l'égalité, sur l'horizontalité, ou en tout cas sur l'absence de hiérarchie trop évidente. Et pourtant, ce mot de leader fait, à l'hispanophone que je suis, et au latino-américain que je suis, penser au leader maximo, à savoir Fidel Castro, qui est l'un des plus célèbres révolutionnaires, ou autoproclamé tel en tout cas, et salué en tant que tel du XXe siècle. Aujourd'hui, pour répondre donc à cette question, qui est une fausse question, ou une question provocatrice, on va l'inscrire à chaque fois dans des contextes historiques précis. On va donc apporter des réponses historiennes, mais aussi, on verra peut-être sociologiques, à la question du rapport entre charisme et politique. Nous avons invité donc pour répondre à cette question 2 spécialistes des révolutions. D'une part, David Bell, que je remercie immédiatement d'avoir accepté notre invitation, qui est professeur à l'université de Princeton aux États-Unis. Spécialiste des Lumières, je dirais, et de l'ère des révolutions, donc du passage entre 18e et 19e siècle, ère des révolutions sur lesquelles nous reviendrons. David Bell est notamment l'auteur de 2 ouvrages sur lesquels nous reviendrons sans doute aujourd'hui. Il est l'auteur de beaucoup plus d'ouvrages, mais 2 traduits en français, pardon. Donc la première, Guerre totale, et vous allez voir que la guerre est très importante pour définir le leader à l'ère de révolution. Donc la première guerre totale, 2 points, l'Europe de Napoléon et la naissance de la guerre moderne, publié aux éditions Champvallon en 2010 pour la traduction et en 2007, je crois, en version originale. Et le livre qui inspire cette séance d'aujourd'hui, Le culte des chefs, charisme et pouvoir à l'âge des révolutions, dont la traduction française est parue en 2022, il y a quelques mois, et l'édition originale en 2020, c'est ça, et qui, on vient de me dire, sera traduit aussi en espagnol. Voilà. Ce livre se situe à la croisée de l'histoire des représentations, de l'histoire culturelle, de l'histoire politique, de l'histoire des émotions, de l'histoire transnationale, et compare, je le dis très vite parce que nous y reviendrons, 5 figures que vous connaissez de nom au moins, en tout cas pour 4 d'entre elles, j'en suis certain. La première, c'est Paoli, père de la nation corse, j'ose le dire, et surtout Washington, Napoléon, Toussaint Louverture et Simone Bolivar. David discutera avec Mathilde Larère, qui est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, qui est elle aussi spécialiste d'histoire politique et d'histoire sociale du 19e siècle, et qui a publié aussi de nombreux ouvrages, entre lesquels je citerai L'urne et le fusil, la garde nationale parisienne de 1830 à 1848, où il est question aussi de citoyenneté armée, paru aux éditions PUF en 2016, et Rage Against the Machine, qui est une histoire des luttes féministes depuis la Révolution jusqu'à MeToo, jusqu'à nos jours, et qui peut-être aussi va nous permettre de penser ce chef charismatique révolutionnaire qui est avant tout un culte à la virilité pour ce qui est de la fin du XVIIIe siècle, et comment peut-être il y a des métamorphoses de cette incarnation de la Révolution. Mais c'est aussi donc en tant que militante, en tant que citoyenne engagée, en tant qu'observatrice des luttes sociales et politiques, des mouvements révolutionnaires de notre temps, qu'elle a été invitée aujourd'hui et qu'elle nous fait cette amitié de endosser la double casquette d'historienne et d'observatrice des mouvements sociaux contemporains. Le dialogue que nous proposons
Et donc, entre un spécialiste des révolutions qui fondent les États-nations du 19e siècle, la plupart du temps contre des empires, contre des monarchies absolutistes, et une spécialiste, avec sa double casquette, je l'ai dit, des révolutions ultérieures, révolutions dans lesquelles la relation la relation plutôt au sauveur, à l'héros militaire, au fondateur, est peut-être différente, justement, parce que cette fondation a déjà eu lieu, c'est l'une des premières questions peut-être que je pourrais poser. Et la première, alors, comme à notre habitude, nous avons essayé de regrouper un ensemble immense de questions en 4 thèmes principaux, sans détour. La première question générale, qui permettra peut-être aussi de faire d'emblée des différenciations chronologiques, voire territoriales ou conjoncturelles, serait de savoir s'il y a des révolutions sans l'émergence de chefs charismatiques. Je peux me tromper, mais je crois là que le contexte guerrier et fondateur joue un rôle important pour les différentes révolutions de la fin du XVIIIe siècle et du premier XIXe siècle. Donc je propose ici de commencer par un ordre chronologique parce que ça nous servira aussi de poser quelques repères sur ces différentes révolutions que nous allons aborder aujourd'hui et sur ces différents personnages. Oui, donc merci beaucoup d'être venu. Je suis très heureux d'être là. Et je vous demande de pardonner si je fais de fautes français, parce que je suis états-unien. Mais c'est très intéressant de pouvoir parler de ces questions ici, dans une salle aussi magnifique et républicaine aussi. Donc cette question, c'est passionnant. Si on peut imaginer une révolution sans leader, sans chef. Parce que c'est précisément la question qui se posait dès le début de la Révolution française en 1789. Parce que les Français sortaient d'une monarchie absolue, sortaient d'un système politique qui était entièrement tourné autour d'un seul homme, du roi de France. Et donc, dès le début, il y avait surtout, sur la gauche de la Révolution française, il y avait beaucoup de monde qui pensait qu'il fallait tout simplement faire en sorte que les individus ne se prononcent pas en politique. Et on peut voir par exemple dès l'automne 1789, Maximilien Robespierre se fait une réputation surtout parce qu'il s'oppose à l'idée que le roi peut avoir un rôle indépendant et autonome dans la politique française. Et déjà, il se prononce contre le veto royal dans la Constitution que l'Assemblée nationale est en train d'écrire, et il veut donc dire que la France doit se passer des individus en politique et que le peuple collectivement règne. On voit beaucoup de monde en France à l'époque qui croient ainsi et qui sont tout à fait contre l'idée qu'il y aura un roi en France. Aussi, ils ont très peur déjà à l'époque d'un César. Napoléon Bonaparte, le coup d'État de Napoléon Bonaparte est prévu pendant toute la décennie avant le coup d'État du 18 brumaire. C'est vraiment incroyable. Dès le début de la Révolution française, il y a des gens qui disent, voilà, il faut absolument éviter qu'un général s'impose politiquement et parce qu'il va suivre l'exemple de César et devenir roi ou devenir empereur. Et donc Napoléon était déjà prévu par Marat, par beaucoup d'autres, surtout sur la gauche, dès le début de la Révolution. Mais il y a là un paradoxe, parce que même si beaucoup de monde, surtout sur la gauche de la Révolution française, a pensé ainsi, n'empêche que dès le début de la Révolution, les Français ont cherché quand même des leaders. Et pourquoi? C'est une question qui n'est pas tout à fait évidente. Pourquoi, au moment où on proclame la souveraineté du peuple, pourquoi est-ce qu'on veut, dès le début, penser qu'il faut incarner cette souveraineté dans un seul homme? Au moment où on veut se passer de la royauté, de la monarchie française. Mais en partie, c'est parce que si on pense à ce que c'est une démocratie, ce que c'est un gouvernement représentatif, déjà ce sont des abstractions. Et c'est un pays où on avait toute une longue tradition de personnaliser la politique, qu'il fallait qu'il y ait des gens de chair et os qui incarnent le pouvoir, qui incarnent la souveraineté, et l'idée de passer comme ça d'un instant à un système d'abstraction, d'un système constitutionnel, c'était déjà très difficile pour les gens. Et on comprend, parce que pourquoi devrait-on faire confiance à quelqu'un contre lequel on a voté?
quelqu'un qui représente une idéologie, un parti politique différent. Pourquoi doit-on faire confiance à cette personne? C'est pas du tout évident. Pourquoi doit-on faire confiance à un système de règles abstraites, à un document froid et abstrait, une constitution? Ce n'était pas du tout évident. Les gens donc cherchaient, dès le début de la Révolution française, ils cherchaient des personnes auxquelles ils pouvaient faire confiance. Et en fait, le premier grand révolutionnaire, le premier qui incarne, même pour la gauche, au début de la Révolution française, et c'est un peu une surprise pour beaucoup, c'était Louis XVI lui-même. Parce que Louis XVI, au début, il avait accepté, il faisait semblant au moins d'avoir accepté la Révolution française. Il avait accepté dès le 17 juillet 1789. Il vient à Paris, il met le cocarde tricolore sur sa poitrine. Et déjà donc en juillet, il est proclamé comme le roi de la Révolution. Et beaucoup de monde pense qu'il sera celui qui va mener les réformes, qui va mener la Révolution française. Et donc déjà, on fait de lui un idole. On fait des portraits de lui partout. On fait des bannières qui proclament la gloire de cette nouvelle sorte de roi. Et donc déjà, Louis XVI devient un héros de la Révolution et un leader de la Révolution. Il y a beaucoup d'autres. Il y a Mirabeau, le grand orateur de l'Assemblée nationale. Déjà, on fait de lui aussi une idole, au début de la Révolution. Il y a Lafayette, celui qui commande la garde nationale. Il y a beaucoup d'autres. Et puis, au fur et à mesure que la Révolution avance, on voit qu'il y a beaucoup d'autres qui deviennent à leur tour les idoles. Il y a Marat pour la gauche, il y a Danton, il y a Robespierre lui-même. Et c'est tout à fait paradoxal, parce que Robespierre, c'est celui qui, dès le début de la Révolution, s'est prononcé contre l'idée que les individus aient un rôle dans la politique, surtout que les individus aient un rôle autonome et déterminant pour mener la nation. Et quand même, on commence surtout dans l'an 2, au moment de la Terreur, au moment où Robespierre, c'est celui qui est le plus en vue dans le comité de salut public, on fait de lui aussi une idole. Et il y a beaucoup de monde, les thermidoriens ont retrouvé après la chute de Robespierre, ils ont retrouvé des tas de lettres adressées à lui, qu'il appelle l'ange de la France, l'idole de la France, le prophète de la France, celui. Et il y a des femmes qui lui demandent en mariage, même si ces lettres étaient évidemment intéressées parce que les gens très souvent voulaient quelque chose de Robespierre, c'est quand même, on voit comment il imaginait. Et donc pendant toute la Révolution française, malgré le fait qu'on avait proclamé la souveraineté du peuple, malgré le fait qu'on voulait régner collectivement, malgré le fait que, par exemple, la Convention nationale n'avait presque pas de structure, que le gouvernement même, que les ministres sont un peu éclipsés au moment de la Terreur, et que les 753 membres de la Convention ont essayé de régner collectivement, n'empêche que les gens cherchent des leaders. Et donc, on voit après, par exemple, que sous le directoire, on a voulu créer donc pas un seul directeur, mais 5 directeurs, précisément pour empêcher qu'un individu se prononce. Et quand même, on a commencé à faire des cultes, pas tellement autour des directeurs, mais autour des généraux. Des généraux qui, non seulement Bonaparte, c'est celui qui avait le plus de succès, et donc celui qui était le plus en vue, mais n'empêche qu'il y avait les cultes de beaucoup d'autres généraux, de Moreau, de Junot, de plusieurs. Et donc le terrain était bien préparé avant le coup d'État de Bonaparte. Donc je dirais ça juste pour commencer. On va y répondre au fur et à mesure. Parce que je vais commencer, mais je retiens votre question. Surtout qu'en fait, il y a plein de choses qu'il faut définir. Il faut définir révolution, il faut définir leader, et il faut définir faire la révolution. Ça fait quand même 3 termes à définir pour vraiment cerner le sujet, effectivement. Mais pour répondre, alors en plus, d'une certaine façon, il faudrait que je le définisse d'autant plus que là, moi, je vais faire un saut dans le temps, vu que je vais passer des années, fin 18e à plutôt début 21e, et vous parlant
essayant de répondre à la question y a-t-il eu des révolutions sans leader, je vais vous parler à la fois de révolution et de mouvement révolutionnaire. Alors rapidement, on pourrait dire qu'une révolution est un mouvement qui renverse un système en place pour instaurer un ordre différent, considéré comme plus juste, et qu'un mouvement révolutionnaire est un mouvement qui souhaite renverser un système en place pour instaurer un système plus juste, mais qui n'y parvient pas. Mais il y a ce désir de faire table rase, de créer un ancien régime. Bon, c'est une définition rapide qu'il faudrait affiner, mais on va dire que voilà, c'est pas la révolte qui se heurte uniquement à une réforme des retraites, par exemple, mais un mouvement qui veut véritablement changer la règle du jeu et pas simplement toute la règle du jeu et pas juste quelques cartes. Donc, pour répondre à la question d'Alexandre, alors juste pour vous dire, normalement c'était pas moi qui devais venir, c'était Clémentine Autain, c'était elle qui avait une casquette autrement plus militante que la mienne et qui devait parler du présent. Et puis, compte tenu de l'actualité sociale que vous connaissez, j'imagine, elle a pas pu venir finalement, donc je la remplace un peu au pied levé pour vous parler des révolutions plus présentes. Donc, c'est une position pas super évidente, mais je vais rester dans le présent. L'avantage, c'est que c'est des trucs qui m'intéressent, donc j'ai quand même lu dessus, mais évidemment, c'est pas mes propres travaux là que j'utilise, sauf de temps en temps quand je ferai des excursions dans le 19e. Donc, est-ce qu'il y a eu des révolutions sans leader récemment ? On a dit de pas mal de révolutions. Alors, on a commencé à utiliser cette analyse des mouvements révolutionnaires contemporains, avec en anglais le terme de leaderness, donc sans leader, lorsque l'on a analysé Occupy Wall Street, donc en 2011. Le mouvement des indignés, qu'on a aussi appelé le 15M, parce qu'il a débuté le 15 mai, c'est-à-dire l'occupation de la Puerta del Sol à Madrid, a aussi été présenté, analysé comme mouvement sans leader. La chercheuse Héloïse Nez, qui a pourtant assisté à plus de 70 assemblées générales, dit dans le travail sur ce mouvement du 15 mai qu'elle est absolument incapable de citer un leader des indignés, pas même au niveau local. Même interprétation, même explication, à la fois dans les médias mais aussi dans les travaux des différents politologues sur ce que l'on va appeler communément les révolutions arabes. Là aussi le terme est problématique, mais Tunisie, Égypte et Libye. Même chose à Athènes en 2011 lors de l'occupation de Syntagma, qui aussi a été analysé, présenté comme une révolution, en tout cas un mouvement révolutionnaire, parce que là non plus ça n'a pas débouché sur grand-chose, sans leader. Même chose au Brésil en 2013. Là, on a passé 2 ans, un vaste mouvement contre l'augmentation du prix du métro au Brésil. Bon, ensuite, il a été récupéré par la droite, même par la droite extrême, et il a largement permis à Bolsonaro de prendre le pouvoir. Mais c'est une autre histoire. Au début, il n'était pas à ce point ancré à l'extrême droite. Et à nouveau, mouvement sans leader. On a ensuite à Istanbul le mouvement de défense du parc Gezi à Taksim et qui de la même façon a été présenté de la sorte. Suit Maïdan en Ukraine, on en a parlé lorsqu'il y avait l'université populaire précédente avec Anna Colin-Lebedev qui nous a parlé de Maïdan. Au Burkina Faso en 2014, alors parfois moins connu parce qu'on s'intéresse pas toujours aux mouvements révolutionnaires, aux tentatives révolutionnaires hors de notre zone atlantique, mais on a un mouvement très important au Burkina Faso en 2014. Revenons chez nous, Nuit debout en 2016. Là aussi analysé comme mouvement sans leader. La question des gilets jaunes, je y reviendrai, où il y a eu à la fois des leaders et pas de leaders, mais qui est présentée comme telle. La révolution chilienne, j'adore absolument cette photo, donc j'essaie de la mettre, qui a aujourd'hui débouché sur un processus constituant, avec le problème du référendum, mais donc cette révolution en 2019. Le soulèvement à Hong Kong, et ce que les chercheurs qui travaillent dessus appellent aujourd'hui la deuxième vague des révolutions arabes au Liban, en Irak, en Algérie et au Soudan, donc les premières en 2019 et les dernières en 2021. Donc Irak en 2019, Algérie 2019, Soudan 2019, voilà.
Voilà. Parce que je voulais juste, puisque je vous ai montré plein de photos, c'est quand même pas plus mal de tirer quelques réflexions des photos que je vous montre. Il y aurait plein de choses à dire sur ces photos. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que pour figurer ces révolutions, qui sont analysées comme sans leader, les photographes et leur rédaction choisissent des photos toujours sous le même procédé pour montrer que c'est des révolutions sans leader. C'est-à-dire que c'est des photos en général d'ensemble, vues de haut, on montre la masse, et si possible de nuit. Ils aiment bien ça, hein. On en a plein, à peu près toutes, on a la photo de nuit. On a rarement des personnes qui se dégagent. Quand on en a, elles sont de dos. Ça, c'est un type de photo qu'on a dans à peu près toutes. Hein. À peu près sur toutes les révolutions, un photographe arrive à faire ce type de photo. Et en général, la personne de dos, c'est un enfant. Parce que ça peut pas être un leader, un enfant. Hein. C'est l'innocence, choupi mignon. Donc, ça peut pas être un enfant. Donc, ça permet de figurer à la fois une personne et l'absence de leader. Quand on n'a pas un enfant, on met une femme. Et parfois, pour bien montrer qu'elle peut pas être leader, elle danse. Donc il y a plein de photos de danseuses liées à ces révolutions avec une espèce de récurrence photographique qui est intéressante. On a aussi très souvent sur les photos le masque des Anonymous qui en 2019 sera rejoint par le masque de Joker, hein, sorti du film Oblige. C'est des visages masqués, donc il y a un refus de se reconnaître et ça participe du refus de la personnification autour du leadership. Donc ça c'est pour les techniques les techniques photographiques. Je crois que voilà, sinon on met des drapeaux parce que drapeau c'est collectif, il y a pas de leader, c'est un drapeau. Donc il y a beaucoup de ce type de photos aussi, on voit un drapeau sur cette fameuse foule vue de haut. Bon, sur ces mouvements dont je rappelle, je ne suis pas spécialiste mais je m'appuie donc sur ce que j'ai pu lire là-dessus. Je voudrais insister sur le fait que ces mouvements soient sans leader, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de leader qui ait été reconnu, mais parce que c'était un choix assumé de ces mouvements. C'est des mouvements qui se revendiquent sans leader. C'est très important pour eux, c'est revendiqué, pensé et construit. Ils refusent de désigner des porte-paroles, ils refusent de désigner des représentants. Alors est-ce qu'un porte-parole ou un représentant est un leader ? C'est quelque chose sur lequel on reviendra, mais en tout cas, il y a absolument un refus de la personnification qui est quand même derrière la figure du leader. Par exemple, à Maïdan, en Ukraine, je crois que la dernière fois, d'ailleurs, Anna Colin-Lebedev en avait parlé, il y a eu très souvent des leaders autoproclamés qui essayaient de se présenter à la place comme leaders. Il y avait une grande scène installée, ils se foutaient dessus pour faire croire que c'était eux les leaders. Ils ont toujours été rejetés par la foule qui occupait la place. Pareil, hein, pour Nuit debout. Alors c'est sûr que la première nuit d'occupation, le 31 mars, a été en partie impulsée, notamment par François Ruffin, qui à ce moment-là n'était pas député, mais qui venait de sortir un film qui avait bien marché. Et le philosophe Frédéric Lordon, mais très vite ils se sont fondus dans la masse. Hein. À Nuit debout, ils ont jamais eu plus de temps de parole que les autres. Et moi, par exemple, à Nuit debout, j'animais une comment ça s'appelait ? On appelait ça comment ? Les commissions éducation populaire debout. Et les gens qui devaient intervenir dans ma commission, il fallait donner que le prénom, interdiction de donner son nom de famille, et on ne devait pas annoncer sur les réseaux que l'on parlait à Nuit debout. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop aimé, genre la Gagnerie, il a quand même annoncé sur les réseaux, ça nous a foutu un bordel monstre dans la commission, mais c'est une autre affaire. Bon, donc ce qui caractérise tous ces mouvements, c'est la volonté d'exister politiquement, par la présence collective en a lieu, par l'adresse directe au pouvoir, mais donc sans représentants, parce que justement, ils veulent passer au-delà de la démocratie représentative, ils refusent le principe de la représentation. Alors je vous invite pour ça à lire, il y a un article du chercheur Yves Cohen qui s'appelle « Les foules raisonnables », note sur les mouvements sans parti ni leader des années 2010 et leur rapport avec le XXe siècle, qui est très intéressant, qui donne un certain nombre d'explications à ces mouvements sans leader. Il dit qu'en fait, c'est des mouvements qui reposent sur la présence de foule. Il préfère le terme présence à occupation, parce que de fait, c'est beaucoup plus mouvant que, même s'il y a toujours un lieu qui est un peu occupé, c'est en fait assez mouvant. Et en fait, c'est parce qu'il y a présence qu'il n'y a pas de leader, et parce qu'il n'y a pas de leader qu'il y a présence. C'est-à-dire que cette présence est remplacée par un sujet collectif qui reste à un endroit ou qui n'en bouge qu'un tout petit peu.
qu'il y a au sein de ces mouvements un désir de faire vivre la démocratie autrement que dans le cadre du gouvernement représentatif, par la démocratie directe, parce que en cette fin de XXe siècle, la démocratie représentative est jugée insuffisante, elle est dénoncée pour ses limites. Je passe vite au-dessus, là-dessus aussi. Alors, ce qu'on a beaucoup dit aussi, c'est que les technologies modernes faciliteraient les mouvements sans leader. Alors, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter ne causent les mouvements révolutionnaires. En revanche, ils en sont un outil pratique. C'est vrai que c'est plus facile pour se donner rendez-vous à un endroit de passer par Facebook, Twitter. Cela dit, parce que par exemple en Égypte, ça a été coupé très vite, il y avait d'autres moyens de trouver des outils pour faciliter. Mais c'est vrai que ces techniques de communication aident l'horizontalité d'une certaine façon. Alors, si on veut revenir en arrière, et là je vais être très rapide, les révolutions du XXe sont quand même très largement des révolutions avec leaders, leaders maximaux, comme tu l'as dit, entre Castro, Lénine, Mao, bon voilà, on a des bonnes grosses figures de leaders, même Zapata, ils n'étaient pas tous d'accord, mais enfin il y en avait. En revanche, au XIXe, la Commune de Paris, elle fait à l'inverse figure d'exception, parce que là il n'y a pas de leader qui s'impose. Alors elle n'oublie pas complètement la démocratie représentative, parce qu'il y a un pouvoir municipal élu le 26 mars, mais l'élection du 26 mars est un exemple parfait d'élection leaderness, si l'on peut dire. Je vous ai remis là le très fameux, qui est d'ailleurs repris dans les mouvements contemporains, appel à candidature à la veille de l'élection, et qui refuse les candidats prédéclarés et qui appelle justement à choisir des candidats qui soient loin de l'imaginaire du leader. Alors Auguste Blanqui, qui aurait pu être un leader, était en prison, ça a pu aider, c'est pas la seule explication, mais c'est vrai que c'est un moment où il y a énormément de pouvoir diffus, on y reviendra peut-être, et qui explique aussi cette absence de leader. C'est par ailleurs, je pense, la dimension sans leader de la Commune qui explique que ce soit l'une des rares révolutions dont on connaisse les noms des révolutionnaires femmes. C'est parce qu'il n'y a pas un homme pour s'imposer que l'on peut citer André Léo, Louise Michel. Ça a laissé plus de place aux femmes. Voilà, est-ce que je peux répondre juste brièvement? C'est passionnant, cette discussion des révolutions sans leader. Je dirais quand même que je pense qu'il faut faire une distinction entre les moments des révolutions. Parce que c'est vraiment le début. Et aussi, je pense qu'il y a un phénomène qui est vraiment tout à fait de notre époque, que moi je dirais que ça commence vraiment en Chine en 1989 avec la place Tiananmen, un mouvement précisément comme ceux dont vous avez parlé, mais à un certain moment ce genre de mouvement, et c'est très différent des révolutions classiques, parce que dans les révolutions classiques, par exemple, il y a un mouvement avec des leaders, avec même des groupes paramilitaires, et l'idée dans les villes, c'est toujours de saisir les centres de pouvoir, saisir la Bastille, saisir le palais d'hiver, etc. Maintenant, depuis la Chine en 1989, l'idée c'est d'occuper la place principale de la ville. Donc la place Tiananmen, le Maïdan en Ukraine, le place Tahrir au Caire, etc., etc. Et donc c'est très intéressant ce changement dans les stratégies presque inconscientes des foules. Mais et ça peut mener au renversement d'un régime, mais si ça mène au renversement d'un régime, puis il faut entrer dans un autre stade de la révolution. Et là, c'est beaucoup plus difficile de se passer d'un leader. C'est tout ce que je voudrais dire là-dessus. Merci beaucoup. Merci. En effet, la question de l'incarnation d'un nouvel ordre, quoi. C'est peut-être ça, s'il y a un nouvel ordre. Donc la deuxième série de questions, en fond, je rebondis un peu à ce que nous a montré Mathilde, qui nous a montré au fond les mécanismes de leaderness, de comment ne pas tomber ou ne pas faire émerger une figure de leader, et comment aussi représenter cette absence de leader. Et donc je poserai la question inverse, celle des processus d'émergence d'un leader charismatique, ces conditions culturelles, médiatiques, d'émergence d'un chef charismatique en politique. Et au fond aussi, ça renvoie à la question de la définition du charisme, peut-être qu'on peut y rentrer. Tout concrètement, comment et qui fabrique le chef charismatique?
Cela aussi permettra peut-être de donner des définitions, des critères de définition du leader révolutionnaire par rapport à d'autres formes de leadership politique qui ne sont pas peut-être d'ordre révolutionnaire. Là, vous me répondez dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez qu'on déstabilise la chronologie ou qu'on la respecte, comme vous voulez. Bon, alors là, il faudrait, en fait, j'ai pas ce qu'il y a, c'est que moi, je suis un peu chargée de traiter de plein de révolutions qui sont pas forcément, ou de mouvements révolutionnaires qui sont pas forcément très liés. Faut un peu regarder au cas par cas, hein. Donc, je me suis arrêtée sur un cas particulier qui est le cas des leaders des Gilets jaunes. Je me suis dit qu'il était intéressant parce que ça montre plusieurs voies d'émergence des leaders. Alors, il y a plusieurs figures, elles sont pas toutes là, hein, mais en gros celles dont je vais vous parler, elles sont là, sauf une qui est pas sur l'image. Premier type de leader dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est le leader fabriqué par les médias. Parce que les médias ont un rôle de fabrication des leaders. Et ça, par exemple, c'est l'exemple, je la fais tout le temps celle-là. C'est l'exemple de Ingrid Levavasseur. Donc vous avez, c'est la jeune fille. Voilà, le plus pour vous, c'est le plus à gauche pour vous. Donc c'était, si vous avez oublié, je vous rappelle, et puis si vous n'avez pas oublié, désolé, c'est une redite. Donc c'était une ancienne aide-soignante, hein, et en fait elle participait au mouvement des Gilets jaunes, mais il se trouve que le 24 novembre elle est interviewée sur BFM. Et lors de cette interview, elle a tout à la fois un franc-parler et un visage à la Botticelli, elle crève l'écran. Objectivement, hein, quand on revoit l'interview, c'est assez net, hein. Et ça va lui donner une forme de conscience. À ce moment-là, elle est d'une certaine façon, on peut dire, une leaduse un peu locale. C'est vrai que le 1er décembre, elle organise une manifestation à Louviers, mais pas au-delà de ce cadre. Elle est à la tête avec d'autres le lendemain dans un rassemblement sur le parking du zone commerciale. Elle participe à l'organisation d'une réunion de Gilets jaunes au Pont de l'Arche. Mais la télé continue à la remarquer et à partir de là, elle va se faire de plus en plus interviewer, suivre. Les équipes de télé vont là où elle est parce qu'elle parle bien. Une équipe de TF1 lui propose de l'accompagner toute la journée du 14 décembre. Il y avait une réunion publique et donc c'est quand même assez fabriqué dans le cadre de cette émission de TF1. Elle interpelle le député LREM. Après, elle va être invitée dans l'émission C'est Politique sur France 5. Bientôt, elle enchaîne les plateaux et le 28 novembre sur LCI, c'est elle qui débat avec Édouard Philippe et Emmanuel Vargon. Donc, c'est vraiment la leaduse qui est présente dans les médias. Et ça va avoir un effet négatif pour elle parce que plus elle est présente dans les médias, plus elle est rejetée par le mouvement des Gilets jaunes. Lors de la manif du 17 février, elle sera même prise à partie par les manifestants, elle doit être exfiltrée. Elle raconte qu'elle a vraiment eu peur, qu'elle a cru qu'elle allait mourir lors du moment où elle s'est fait attaquer. Le lendemain, elle sera aussi à nouveau humiliée lors d'une manifestation dans l'Eure. Et elle va ensuite cesser de faire des manifestations. Alors bon, par la suite, mais on verra peut-être quand on se posera la question de ce qu'ils deviennent. Mais elle a essayé de rentrer en politique et ça, voilà, elle a conduit une liste de Gilets jaunes, ça n'a pas marché. Elle s'est retrouvée sur une liste d'Union de la gauche qui lui a permis d'entrer dans le conseil municipal de sa ville, mais depuis, elle a démissionné. Alors, autre type de leader, c'est Maxime Nicole. Donc qui est là. Donc lui, c'est un ancien militaire, par ailleurs condamné pour violence conjugale, mais je vous apprends pas que ça pose pas trop de problèmes en France par les temps qui courent de faire des violences conjugales. Bref, il accède à la position de leader avec ses vidéos qu'il fait sous un pseudo Flyradder et qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. Alors, il est l'un des 2 administrateurs du groupe Facebook des Gilets jaunes, ce qui lui donne une position particulière. Ce qui le dégage comme leader et qui montre qu'il a été reconnu comme leader, c'est que le 26 novembre 2018, il y a eu 8 porte-paroles qui ont été nommés pour représenter les Gilets jaunes et discuter avec le gouvernement. Alors, qui avait choisi ces porte-paroles? C'est un petit groupe d'organisateurs de la première heure qui n'ont pas du tout consulté l'ensemble des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, dès l'après-midi, sur un certain nombre de ronds-points et de barrages, les nominations divisaient et faisaient l'objet de refus de la part de la base. Comme quoi, c'est pas si facile de dégager des leaders.
Donc il va être un petit bout de temps considéré comme leader des Gilets jaunes, en partie par certains groupes sur Facebook, aussi par les médias, même si il est d'un autre côté très critiqué pour son passé très proche du Front National, ses vidéos complétistes. Il finira embauché sur la chaîne de Aude Lancelin. Je ne sais pas s'il y est toujours, j'ai pas regardé ce qu'il en était aujourd'hui. Alors, ensuite, Priscilla Ludowski, elle est donc comme Nicole, comme d'autres parmi les leaders identifiés. Elle a une position de droit d'aînesse, hein, si on peut dire, dans le leadership, hein, parce qu'elle est l'initiatrice en mai 2018 d'une pétition contre la hausse de la taxe du carburant. Au début, sa pétition, elle marchait que dalle, hein, elle était assez confidentielle, mais elle s'est servie habilement des réseaux sociaux puis des journaux pour lui donner de l'ampleur. Et en septembre 2018, avant que commence le mouvement des Gilets jaunes, la pétition décolle. À la veille de l'acte 1, hein, il y avait quand même 1 million de signatures. Donc elle fait partie du groupe qui a appelé à l'acte 1 le 17 novembre et elle a été à ce titre nommée pour être les porte-paroles qu'ont rencontré le ministre. Alors elle s'est éloignée assez vite du groupe initial des porte-paroles, notamment elle s'est éloignée d'Éric Drouet, qu'elle trouvait extrêmement désagréable à son écart. Elle a eu en revanche un rôle moteur dans la naissance des mouvements de femmes gilets jaunes qui choisissaient le dimanche et non pas le samedi pour manifester, suivant par ailleurs une stratégie d'autonomie des mouvements féministes au cœur des mouvements sociaux qui parfois a fait ses preuves. Alors il y en a un autre qui est Jérôme Rodriguez, c'est celui dont j'ai pas l'image là. Lui, il a une position de leader qui repose sur le terrain et sur les réseaux sociaux et qui a été renforcée par le fait qu'il a été éborgné place de la Bastille lors d'une manifestation. Alors un qui est intéressant, qui est pas là non plus, c'est François Boulot. Lui, il a une émergence comme leader localement, il prend la parole dans les assemblées. Il faut dire que François Boulot, il est avocat, donc il sait manier le verbe. Et donc, il va être désigné par cette assemblée locale comme porte-parole, et à partir de là, ça va devenir un bon client des médias lui aussi, hein, parce que justement, il parle bien, puis il est calme. Enfin, ça pose moins de problèmes sur les plateaux. Et pourtant, quand on regarde les premières émissions auxquelles il participe, il n'arrête pas de dire qu'il n'est pas le porte-parole, qu'il n'y a pas qu'un seul représentant. Donc, il joue tout à fait le jeu du leaderness. Il n'insiste pas là-dessus. Mais petit à petit, voilà, on le voit. Alors, il a réussi, à la différence de Levavasseur, à garder le soutien du mouvement lors d'un sondage réalisé sur le groupe Facebook des Gilets jaunes. Il avait été désigné comme le meilleur représentant médiatique des Gilets jaunes. Bon, très vite, il a quand même imposé, trahissant une partie du mouvement des Gilets jaunes, les idées qui étaient les siennes, à savoir souverainistes et plutôt gaullistes. Mais et puis à la fois on disait qu'il représentait les Gilets jaunes, mais socialement il les représentait que dalle. Je veux dire, il était bourgeois, très intellectuel, il n'avait pas vraiment des problèmes de fin de mois, François Boulot. Donc lui, c'est un charisme qui repose sur le verbe, sur la parole, et qui est reçu comme tel par les médias qui le gardent. Alors il y en a d'autres, il y a Cauchy, lui il a plu surtout parce qu'il est à droite, donc il était invité sur les chaînes de droite, je vais vite. Et Jacqueline Moureau, alors qu'on voit là, c'est pour ça que je vous en parle vite fait, elle a fait une vidéo virale au début, donc c'est plutôt le leadership par les réseaux sociaux. Donc je résume, il y a vraiment eu plusieurs voies pour se retrouver leader, parfois leader que d'un temps. La légitimité du droit d'aînesse, ceux qui initient, c'est le cas de Ludowski et de Moureau. La légitimité du terrain, c'est le cas de Rodriguez, de Drouet, de Nicole, de Ludowski et pour partie de Levasseur, même si c'était plutôt local. La légitimité fabriquée par les médias, Levasseur, Cauchy et Boulot. Et la légitimité, alors à la fois médiatique et la légitimité du verbe, en fait, c'est le verbe qui fait sortir le leader, et c'est Boulot. Voilà, faudrait faire ça sur à peu près tout, et évidemment j'ai pas le temps, vous en auriez marre, donc j'arrête. Bon, merci, c'est passionnant de voir ça, toute l'histoire des Gilets jaunes. Je vais donc remonter, parce que je suis spécialiste du XVIIIe siècle, je vais donc remonter dans le temps pour parler de l'émergence des leaders au moment des grandes révolutions de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Et là aussi, les médias jouent un rôle hyper important. Et on pense pas tellement même au mot média pour le XVIIIe siècle, mais en fait, il y a des changements vraiment remarquables et très importants qui ont lieu au XVIIIe siècle. Tout d'abord, l'émergence des journaux quotidiens.
Parce qu'avec les journaux, ça devient possible de suivre le trajet et les événements et aussi ce que devient une personne au jour le jour. Et donc c'est pas simplement la personne comme l'image sur une pièce de monnaie ou dans une peinture, mais c'est les faits, les hauts faits de la personne tous les jours qu'on peut lire. Et déjà, évidemment, c'est pour un public un peu restreint, c'est pour un public alphabète, c'est pour un public qui a les moyens de s'offrir un journal, mais pour ce public, ils peuvent déjà avoir cette relation avec des gens parce qu'ils lisent presque comme un roman qui s'écrit tous les jours. Ils peuvent lire les récits de ce que fait les leaders. Donc tout d'abord, il y a les journaux. Deuxièmement, il y a les gravures. Parce qu'au XVIIIe siècle, pour la première fois, ça devient possible pour des gens plus ou moins ordinaires, pas pour les plus pauvres, mais par exemple à Paris, pour les artisans aisés, pour les merciers, pour d'autres, pour les futurs sans-culottes, en fait, d'acheter des gravures qu'ils peuvent mettre sur les murs de leur chambre, de leurs appartements, et donc de regarder les images des gens qu'ils admirent. Et donc, par exemple, à Washington, des gravures de George Washington deviennent très communs à Paris dans les années 1780 déjà. Et puis aussi, il y a une nouvelle langue, une langue sentimentale, une langue qui arrive, un langage qui arrive par les romans de l'époque, mais on commence à pouvoir imaginer, en lisant des textes, imaginer une relation personnelle, une relation intime avec un personnage qu'on ne connaît pas personnellement, parce qu'on est accoutumé par les romans à lire des récits des personnes comme ça. Et donc, comme l'historien Antoine Lilti a démontré dans un très beau livre qui s'appelle Figure publique, du XVIIIe siècle, c'est vraiment l'invention de la célébrité. Et on commence à parler des gens comme des célébrités déjà au XVIIIe siècle. Et on commence à parler de célébrités politiques. Et par exemple, en France, déjà, même avant la Révolution française, Benjamin Franklin, l'Américain, qui est à Paris, devient une célébrité politique. Parce qu'il vient, c'est quelqu'un qui paraît, qui a l'air très américain, il porte une sorte de casquette en fourrure, très américain, et donc il devient déjà une célébrité vraiment pour le public français. Mais il y a un autre personnage, une célébrité qui est hyper importante pour tout l'âge des révolutions, et c'est précisément Pasquale Paoli. Et je ne sais pas si vous connaissez ce qui est Pasquale Paoli, mais c'était le père de la nation corse, c'était le leader, le chef, le généralissime de la nation corse quand la Corse était indépendante, parce que pendant une brève période, la Corse est devenue indépendante de Gênes avant la conquête française, avant la conquête française en 1768. Et Paoli devient le leader, et partout en Europe, on commence à parler de lui comme quelqu'un d'absolument extraordinaire, quelqu'un qui est vertueux, quelqu'un qui se bat pour la liberté, quelqu'un qui est grand, qui est beau, qui en fait, le mot qu'on utilise aujourd'hui, c'est quelqu'un de charismatique. Et c'est particulièrement important pour deux leaders de l'âge des révolutions. Le premier, c'est plus ou moins évident parce qu'il est corse, je vais en revenir, mais aussi l'autre, c'est George Washington, parce que Paoli devient une grande célébrité, tout d'abord en Grande-Bretagne, parce que les Anglais sont les ennemis, évidemment, des Français, comme toujours, et donc ils vont se battre peut-être contre la France, et donc déjà, au moment où Paoli règne sur la Corse, il y a un jeune Anglais, James Boswell, qui vient en Corse, et à son retour en Grande-Bretagne, il écrit un livre qui est une sorte d'un portrait de Paoli qui dit que c'est l'homme le plus extraordinaire du monde. Et il y a un culte de Paoli qui se développe en Angleterre, et puis aussi dans les colonies anglaises en Amérique. Et là, l'histoire d'un grand patriote qui se bat pour sa patrie pour le libérer d'une puissance de l'autre côté de la mer, évidemment, ça a une certaine popularité en Amérique du Nord. Et donc, quand la révolution américaine commence en 1775, on commence à chercher un Paoli américain, et quelqu'un qui rassemble à Paoli, et donc, ou plutôt à l'image que les Anglais avaient, que les Américains avaient de Paoli, c'est-à-dire quelqu'un de grand, de vertueux, etc. Et ils trouvent un grand héros militaire, évidemment. Et ça, c'est très important. Quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour la patrie. Et
Washington, il le trouve, et on voit déjà que, par exemple, des chansons qui étaient écrites à la gloire de Paoli sont refaites pour chanter la gloire de George Washington. Et donc déjà, il y a Washington qui est inspiré par le culte de Paoli. Et puis, il y a un autre leader de l'âge des révolutions, évidemment, un Corse, le petit Napoléon Bonaparte, qui s'est inspiré. Un détail très intéressant, comment Napoléon apprend la légende de Paoli, parce que Napoléon, dès l'âge de 10 ans, il est en France, il est à l'école militaire en France. Et donc, il apprend en fait par la traduction italienne du livre de Boswell, que son père, Carlo Bonaparte, lui envoie quand il est au Toy, quand il était là à l'école en France. Et donc déjà il y a mais c'est grâce aux médias, c'est grâce aux livres, c'est grâce aux livres qui sont écrits d'une manière sentimentale, qui fondent leurs héros, quelqu'un comme un personnage comme le personnage héros d'un roman. Et donc déjà là, on voit que les médias commencent à fabriquer ces légendes. Puis, et je vais terminer là-dessus, il y a deux voies différentes, parce que par exemple George Washington, il n'aimait pas qu'on parle de lui. Et beaucoup de monde voulait parler de lui, mais Washington, il avait toujours la réserve. Il ne voulait pas, par exemple, qu'on expose sa vie personnelle, sa vie privée, qu'on parle de ce qu'il mangeait pour le petit déjeuner. Quand même, les biographies qui commençaient à circuler de Washington parlaient de lui comme un personnage de roman. Il voulait révéler tous les détails personnels de sa vie privée. Mais Washington, il n'en voulait pas. Mais Bonaparte, par contre, c'était un grand propagandiste. Il savait très très bien faire parler de lui, et dès le début de sa carrière, dès la campagne d'Italie en 1796, il faisait presque autant pour publiciser ses victoires que de les gagner. Et donc, il y avait un grand effort de propagande, 2 journaux fondés par Bonaparte, uniquement pour transmettre les nouvelles de ses victoires à la France, au directoire, mais aussi au public français. Aussi, il y avait les plus grands peintres de l'époque qui faisaient des portraits de Bonaparte, et beaucoup d'autres. Donc déjà, aussi là, on voit les médias qui aident à fabriquer cette image du leader et qui aident à l'émergence du leader. Merci à vous deux pour ces réponses. Donc, en effet, on voit bien que c'est une fabrique culturelle, médiatique en grande partie. Peut-être que vous n'avez pas complètement répondu sur le qui. Donc, parce que vous avez insisté sur l'autofabrication ou la fabrication élitiste ou médiatique des leaders. Mais, si je comprends bien, pour qu'il y ait leader, il faut aussi qu'il soit reçu comme leader et que donc, il soit reconnu comme tel. Je crois qu'il y a cette relation d'amour, comme elle apparaît dans le livre, qui manquait peut-être à ces figures-là, ou à une échelle nationale en tout cas, et qui apparaissait pour certains leaders de l'ère de révolution. Bon, mais on pourra y revenir peut-être sur cette réception. Mais vous avez commencé à répondre, donc soit vous complétez, soit vous répondez sur certains aspects de ma troisième série de questions qui portent sur les pratiques concrètes, les comportements du chef charismatique, une fois qu'il est reconnu comme tel, une fois qu'il incarne le nouvel ordre, le nouveau pouvoir, ou le mouvement révolutionnaire peut-être, et quels sont les effets politiques aussi, les effets sociaux, voire culturels de l'existence d'un leader, non plus la fabrique, mais les effets. Donc, que font les chefs charismatiques une fois qu'ils sont reconnus comme tels? À quoi servent-ils aussi? Donc, si on a un regard d'une sociologie un peu fonctionnaliste, qu'est-ce qu'ils comblent ou pas? Et la dernière question très attendue, est-ce qu'il n'y a pas des dangers à l'existence de ces leaders, des risques, ou pour être un peu plus provocateur, est-ce que il y a obligatoirement des dérives autoritaires? Est-ce qu'on peut pas imaginer des leaders qui ne dérivent pas dans l'autoritarisme? Je pense à la notion que certains ont avancée dernièrement du populisme de gauche. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une invention intellectuelle pure et simple? Voilà. Là aussi, vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Oui, non, c'est une série de questions hyper intéressantes. Je vais peut-être mettre à côté cette question pour la fin, pour des dangers des leaders charismatiques. J'ai beaucoup à dire là-dessus, évidemment. Je viens de sortir des États-Unis de Trump il y a 2 ans, donc là, je prêterai volontiers en parler. Mais
je pense que pour ce qui est de question de que fait le leader, surtout le leader charismatique, mais déjà je vais parler tout d'abord de la relation entre les leaders et son public, et c'est les gens qui suivent le leader, parce que et là aussi je trouve qu'au moins au moment que j'ai étudié, parce que j'ai étudié surtout le moment des grandes révolutions de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, qu'il y ait une certaine paradoxe là aussi, parce que à la fois le leader devait être quelqu'un qui était vu comme quelqu'un d'absolument extraordinaire. Il fallait en fait que le leader soit vraiment quelqu'un d'extraordinaire, c'est-à-dire que il y avait bien sûr un rôle qui était d'une certaine manière fait pour un leader, mais ça ne veut pas dire que n'importe qui pouvait entrer dans ce rôle et jouer le rôle. Il fallait que cette personne possède vraiment des capacités plus ou moins extraordinaires. Donc par exemple Washington, mais tout d'abord, il était vraiment très grand. Il était presque 2 mètres. Il était très beau. Il était vraiment. Il avait un très bon sens. Il n'était pas très grand général, il faut le dire, parce qu'il n'avait pas l'expérience d'une grande armée européenne. Il fallait beaucoup de temps pour qu'il apprenne à gagner les batailles, mais il était très très bien dans l'organisation, il était dans le management, comme on peut dire, et puis mais puis aussi il était très juste, très bien dans les relations avec ses subordonnés, etc. Donc c'était quelqu'un qui avait des talents pour être un leader, pour mener les gens. Il avait vraiment ces talents, mais donc il fallait que la personne soit vraiment extraordinaire d'une certaine manière, mais il fallait aussi que les gens ordinaires pouvaient imaginer une relation avec cette personne. Et pour Washington, c'était un peu difficile parce qu'il avait de cette réserve. Mais les gens qui écrivaient déjà dès le début de la Révolution américaine, qui écrivaient des biographies, par exemple, de Washington, le présentaient déjà. Il était vraiment un aristocrate américain. Il venait d'une des familles les plus riches de la Virginie. Il s'est marié avec une femme qui était encore beaucoup plus riche que lui. Il avait une grande fortune. Il possédait aussi des centaines d'esclaves. Et c'était un aristocrate, mais dans la propagande que son public a fait de lui, c'était quelqu'un qui est presque sorti d'une, comment dit-on, log cabin, d'une maison en bois, une petite maison en bois. Une cabane, oui, d'une case, presque d'un case, et qui était le représentant de l'Amérique ordinaire. Et donc les gens croyaient qu'il pouvait être en relation avec lui. Et avec Bonaparte, il jouait ce jeu vraiment très bien, parce que Bonaparte, à la fois, il était le grand génie, celui qui savait tout sur la guerre, qui pouvait gagner un nombre incroyable de batailles, qui avait des talents intellectuels tout à fait incroyables, mais aussi c'était le petit caporal, parce que ça c'était l'histoire de la bataille de Lodi pendant la campagne d'Italie, qu'à un moment il y a un groupe de personnes qui chargeaient les canons, un d'entre eux était tué et Bonaparte lui vient pour aider à charger les canons. Et après, l'équipe de ce canon disent ah voilà, vous pouvez être notre nouveau caporal. Et donc il devient le petit caporal et tout le monde dit, et ces grognards, ces soldats avaient toujours cette idée qu'ils avaient une relation privilégiée avec Bonaparte. Et donc déjà là, on voit les qualités politiques en fait que les leaders devaient déjà posséder. Et à l'époque aussi, il fallait que les leaders soient de grands militaires. Et soit aussi, et mon livre en anglais s'appelait Men on Horseback, c'est-à-dire l'homme à cheval, et il fallait en fait qu'ils soient des grands cavaliers. Washington était un très grand cavalier, Toussaint Louverture aussi d'une manière très différente, mais en Saint-Domingue, Haïti, était un très grand cavalier. Bolivar, en Amérique du Sud, était un très grand cavalier. Bonaparte ne l'était pas. Il était très mauvais cavalier, mais si vous vous souvenez sans doute de la grande toile faite de lui, le grand portrait de David, de Jacques-Louis David, en 1800, ce Bonaparte dans les Alpes, pendant la deuxième campagne d'Italie, en 1800, avant la bataille de Marengo, et ce Bonaparte sur un cheval dans les Alpes. Et donc, la vraie histoire qu'il a passé les Alpes sur un âne. Pas sur un cheval, mais sur un âne. Et enveloppé dans un grand couverture parce qu'il faisait très froid dans les Alpes. Mais dans les portraits, c'était Bonaparte sur un cheval incroyable dans les Alpes. Voilà, c'est ça qu'avant, absolument. Et donc, oui, qu'on voit partout sur les bouteilles de cognac, etc., etc. Donc, et donc la propagande dure jusqu'à nos jours. Et donc, il fallait
absolument que les leaders possèdent ces qualités. Voilà, moi pour répondre, c'est un tout petit peu difficile parce que comme j'ai plutôt travaillé sur les mouvements sans leader, dire à quoi ils servent quand ils sont là, donc je vais essayer de retourner un peu faire un peu une réponse par la négative. Ce qui est sûr, parce que voir pourquoi les gens ont besoin de leaders permet de comprendre à quoi ils peuvent servir. Parce que l'absence de leader, c'est un vrai problème pour les pouvoirs publics contre lesquels ces mouvements se dressent. Les gouvernements, les personnes en charge éprouvent le besoin qu'un mouvement ait des leaders, parce qu'ils ont besoin de leaders, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans les démocraties, pour parler aux gens, pour négocier, dans les dictatures, pour les enfermer. C'est très embêtant quand il y a personne à enfermer. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le mouvement à Istanbul. Erdogan demandait des représentants ou des porte-paroles pour négocier avec lui. Il y en avait pas. En même temps, on les comprend, mais donc il y avait cette difficulté à trouver des représentants. Ça a conduit le Premier ministre turc à désigner lui-même des interlocuteurs, lesquels n'ont pu que reconnaître le fait qu'ils étaient en illégitimité, en incapacité de jouer le rôle de représentants. Donc ça a fait foirer le truc d'une certaine façon. À noter que cet inconfort des gouvernements est aussi partagé par les médias. Les médias ont besoin de figures qui viennent parler sur maintenant leur plateau, mais voilà, il y a ce besoin. Ce qui pousse parfois les médias à inventer des figures de leaders parce que ils en ont besoin. Maintenant, si on essaie quand même de répondre à la question, je vais essayer quand même à quoi servent les leaders. En plus, ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on met derrière leader, parce que là, évidemment, on a des figures particulièrement charismatiques et de leaders, mais des leaders, il va y en avoir à tous les niveaux, au niveau local, au niveau plus important, voilà, et puis ils peuvent faire des choses différentes. Les leaders qui font la révolution, ça peut être ceux qui pensent la révolution, d'une certaine façon. On peut se demander, penser la révolution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire penser non seulement que l'ordre en place actuellement est légitime à être renversé, penser la légitimité du renversement de l'ordre est super importante, en fait, pour permettre la révolution, et penser un autre ordre à mettre à sa place, parce que si on pense pas un autre ordre à mettre à la place, on se retrouve un peu comme le corbeau, non, je sais plus lequel, il y a une femme de La Fontaine là-dessus, quoi. Bref, il faut qu'il y ait des gens qui pensent la révolution, qui l'écrivent et qui diffusent les idées. Donc Thomas Paine avant la Révolution américaine, Locke, les Lumières, la BCIS et qu'est-ce que le tiers-état, Louis Blanc avant 48, Marx et Engels, Rosa Luxembourg, fallait mettre une nana et non des moindres, Lénine et Trotsky avant la Révolution russe, Mao, bon bref, je m'arrête là. Guevara c'est différent parce qu'il a plutôt pensé la Révolution après qu'avant la Révolution. Mais alors est-ce que c'est des leaders ? Est-ce qu'on peut dire que c'est des leaders ? C'est compliqué. Lénine, oui. Mao, oui. Louis Blanc, d'une certaine façon, oui. En revanche, Paine, Locke, non. Donc, faut voir aussi un peu. Paine, il va se retrouver à l'Assemblée, mais bon, je prends un leader particulier à l'Assemblée. Alors, sinon, le leader, il peut organiser d'autres pouvoirs, et c'est très pratique une révolution dans ces cas-là, parce que une révolution, c'est quand même une séquence où va se multiplier les pouvoirs. Et la particularité des séquences révolutionnaires, c'est quand même ce polycentrisme des pouvoirs. Donc, on peut avoir des leaders. Là, je vous renvoie aux travaux de Samuel Hayat, mais il y a des leaders de clubs, il y a des leaders de journaux, et puis il y a les leaders du gouvernement provisoire. Il y a donc plusieurs espaces dans lesquels il peut y avoir des leaders, lesquels peuvent s'affronter. Les leaders des clubs, pendant la Révolution, peuvent s'affronter aux députés de la Constituante. Les soviets se sont affrontés au gouvernement provisoire. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Hayat, il montre comment, en 48, les clubs, la légitimité des clubs et possiblement des leaders des clubs s'est affrontée à celle du gouvernement provisoire. Ce que je dirais, parce que j'essaie de pas les oublier, c'est que l'intérêt de ce polycentrisme et de cette possibilité de plusieurs espaces de dégagement de leaders, c'est que c'est là qu'on va pouvoir avoir des leadeuses. On n'a pas de leadeuses dans les gouvernements révolutionnaires plus établis, lesquels leur sont fermés parce que voilà le pouvoir n'est pas ouvert aux femmes. En revanche, dans les clubs, on en a. Et objectivement, Claire Lacombe, Théroigne, Pauline Léon sont des leadeuses dans leur club. Idem en 48 pour Eugénie Niboyer, Jeanne de Rouen, Désiré Guay. Idem pour André Léo, Louise Michel, Nathalie Lemel pour la Commune. Lesquels certaines écrivent aussi. Les journaux sont des espaces. Marat
a une position de leader par le journal, parce qu'il l'écrit. Bon, il y a sa personne aussi, il y aurait des trucs à en dire, mais bon, bref. Cela dit, en y regardant de plus près, quand j'ai essayé de réfléchir à la question, moi, l'impression que j'ai, c'est que le besoin de leader pour incarner, pour conduire, pour orienter le mouvement, il apparaît pas, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, David, il n'apparaît pas quand la révolution se fait, mais quand on cherche à l'arrêter. En fait, le leader arrête la révolution. En gros, c'est un interrupteur off. Quand on passe de la séquence insurrectionnelle, celle du renversement des pouvoirs, celle des foules, à la séquence construction d'un ordre neuf, séquence qui parfois n'est pas l'arrêt de la révolution, ou qui peut prendre un temps avant d'arrêter vraiment la révolution, mais en général, ce passage fait émerger des leaders, parce que pour arrêter la révolution, en tout cas pour la freiner, des leaders émergent. Parce que une fois qu'on a renversé l'ordre en place, que la place est libre et que se pose la question de ce qu'on met à la place, eh bien s'affrontent tous les différents projets qui ont pu s'unir dans le moment du renversement révolutionnaire et qui ensuite cherchent à faire avancer leur propre bille. Et donc là, ça va se passer par des affrontements plus de personnes. On pourrait trouver plein d'exemples, mais c'est ça. Et ce que je dirais pour le 20e, là c'est que plutôt sur le 20e, c'est que dans les révolutions, alors de la révolution mexicaine, mais surtout russe, à 68 c'est la fin, je pense, après ça se discute, c'est que les leaders, mais ça reste présent dans nos imaginaires, cherchent à conjurer un discrédit, et le discrédit pendant longtemps n'a pas été sur les leaders, mais a été le discrédit sur les foules sans leader. Parce qu'il faut quand même voir qu'il y a eu pendant plusieurs décennies un véritable discrédit des mouvements sans leader. Et à l'origine de ça, ce discrédit des foules sans leader, il plonge ses racines dans le texte de Gustave Le Bon, le fameux La psychologie des foules, maître ouvrage publié de Gustave Le Bon, publié en 1895, un livre qui devient un best-seller mondial, bref. Et quand on lit La psychologie des foules, pour Le Bon, toute foule, organisée ou non, a besoin de leader. C'est écrit noir sur blanc d'un meneur, d'un maître, et qu'une foule sans leader est une foule qui va prendre de mauvaises voies parce que ces tendances spontanées la conduisent vers des solutions mauvaises. Je cite Le Bon, les hommes en foule ne sauraient se passer de maître. Donc il y a ça qui est très présent. Freud le reprend, voilà, le meneur de la foule incarne toujours le père primitif tant redouté. Pour une fois qu'il fait pas chier les femmes dans un truc qu'il dit. La foule peut toujours être dominée par une puissance illimitée, elle est au plus gros degré avide d'autorité. Voilà, donc il y a cette idée qu'une foule ne peut pas exister sans ça, et on retrouve ça chez Lénine aussi. Si vous lisez Que faire, donc qui est publié en 1902, c'est très lebonien sur certains aspects, pas sur tous, mais sur certains. Le livre demande qui est donc une avant-garde formée de révolutionnaires professionnels, mais on a aussi dans Que faire des extraits qui disent qu'il faut y avoir une organisation de chefs. Donc c'est bien des leaders aussi que pense Lénine. Et pour lui, sans ces leaders professionnels, la foule va suivre sa propension à aller, comme il dit, vers des objectifs économistes, donc pas par la révolution, mais par juste des petits avantages. Donc, en gros, on a quand même eu une partie du 20e, une idée des foules très mauvaise, une nécessité des leaders et qui a été présente. Alors tous les socialistes pensent pas ça. Rosa Luxembourg justement s'opposait très clairement à Lénine sur ce point. Pour elle, il fallait élever la conscience des ouvriers et pas les diriger. Et les spartakistes ont d'ailleurs rejoint la révolution spartakiste, qu'on appelle spartakiste, mais en fait à la base c'est une révolution qui part d'un soulèvement plus spontané qu'ils ont rejoint tout en discutant, mais ils ont pas du tout cet élément. Les anarchistes non plus, évidemment, mais ça c'est le problème, c'est qu'ils se sont fait écraser dans toutes les révolutions. Donc voilà. Bref, tout au long du XXe siècle,
Donc cette atmosphère à la fois lebonienne et le primat de la voie bolchevique vers la révolution a pas laissé beaucoup de chance aux foules auto-organisées et sans chef qui existaient avant. Donc c'est aussi quand ça a commencé à baisser et le recul finalement d'une voie uniquement léniniste vers la révolution, bolchevique vers la révolution, a laissé plus de place à la possibilité de penser des foules qui pourraient exister sans leader. Et ce qui est intéressant pour nous, historiens et historiennes, c'est qu'à ce moment-là, les travaux d'E.P. Thompson sur l'économie morale de la foule permettent aussi de penser des foules qui ne sont plus des foules leboniennes qui cherchent leur leader, mais des foules raisonnables qui peuvent très bien s'organiser sans. Donc voilà, relisez E.P. Thompson, c'est un véritable miracle. J'arrête. Je peux dire juste deux choses là-dessus. C'est très intéressant ce que vous dites sur les travaux de Thompson. Mais je dirais aussi que les foules de Thompson sont de certaine manière des foules traditionnelles, qui imposent des règles traditionnelles, donc ils ne veulent pas renverser l'ordre, qu'ils veulent rétablir l'ordre. Et encore, c'est une limite, je pense, à l'action de ces foules, n'est-ce pas? Et je voulais juste commenter un moment, parce que j'aurais dû dire quelque chose au début, mais pour moi, c'est très curieux, en tant qu'anglophone, qu'on parle toujours de leader. Parce que je suis venu en France pour la première fois dans les années 70, le mot leader n'existait pas en français à l'époque. On disait meneur, peut-être on disait chef. Chef, ça rappelle peut-être Assurance Tourix ou d'autres, le combat des chefs de Goscinny et d'Uderzo. Mais donc c'est intéressant que je pense que ça montre pour la France dans sa tradition révolutionnaire, précisément qu'il y a un certain hésitation de leaders, et qu'on a commencé à parler donc très récemment des leaders et des leaders. En fait, c'est la première fois que j'entends ce mot, mais ça existe maintenant, j'imagine. Et qu'aux États-Unis, non, on ne parle pas de leaderesses. Je suppose que ce serait leaderess, mais tout le monde est leader ou non. Je vais poser une dernière question, mais je vais vous demander de répondre très vite pour que on discute avec le public, qui, je suis sûr, a plein de questions, d'objections, de remarques, etc. Parce que c'est un sujet quand même qui interpelle, je pense. Justement, je rebondis aussi à ce que vous venez de dire tous les deux là, à l'instant dans votre dialogue, puisque la fabrique du chef ou de la chef, ça tombe bien, c'est un mot qui se prononce pareil au féminin qu'au masculin. Que la fabrique de la chef ou du chef provoque aussi un culte qui dure, et que donc l'historiographie aussi a fabriqué ces chefs, parce qu'elle a eu besoin d'incarner des processus qui étaient sinon soi-disant trop compliqués à comprendre, voilà, et contre lesquels E.P. Thompson s'est soulevé, entre autres, mais bien d'autres depuis, et les débats qu'il y a parfois sur l'enseignement de l'histoire à l'école montrent bien que il y en a qui disent il faut réincarner l'histoire, retrouver des dates et des grands hommes, voilà, revenir à cette histoire. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose. Donc ma question très simple, ça serait sur le destin de ces leaders, sur le culte. Peut-être vous en prenez un par hasard, au hasard, un exemple, ou là c'est une autre question, mais j'ose, et sinon peut-être lors de la discussion, sur l'actualité de ces questions, non seulement pendant les mouvements, mais je veux dire l'articulation entre révolution médiatique, que tu as bien montré, Mathilde, avec Twitter, les réseaux sociaux. Est-ce que cette révolution médiatique ne crée pas certaines leaders et leadeuses qui ne pouvaient pas être créées par la révolution médiatique du XVIIIe siècle? Ou est-ce que nous sommes aussi dans un temps qui ne permet pas l'émergence de nouveaux leaders révolutionnaires, je veux bien dire, parce qu'on en a beaucoup des non-révolutionnaires. Donc est-ce qu'on n'a plus besoin d'imaginer une incarnation? C'est une question, bon, il y en aurait d'autres. Non, c'est une question passionnante. Je voudrais peut-être tout d'abord juste parler pour continuer quelques réflexions que j'avais faites, de parler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de parler des dangers des leaders, parce que quand on pense à cette relation très émotionnelle, très passionnante qui peut se lier entre les foules et un leader, évidemment, c'est là la possibilité de se passer d'une constitution, de passer des règles, que cette relation devient beaucoup plus puissante que toute autre force en politique. Et donc, ça crée les conditions pour un coup d'État, surtout. Et donc, on voit tout au long, et il y avait un grand travail, un grand livre d'histoire
faite déjà il y a 60 ans aux États-Unis, qui s'appelait The Age of the Democratic Revolution, l'âge de la révolution démocratique, comme si toutes les révolutions de l'époque de la fin du 18e, début du 19e étaient des révolutions démocratiques. Ils étaient, dans un certain sens, des révolutions démocratiques, mais presque partout, la démocratie a échoué. En France, aux États-Unis aussi, d'une certaine manière, parce que la démocratie était très imparfaite et les contradictions dans la Constitution menaient directement à la guerre civile quelques décennies plus tard. En Amérique latine, presque partout, les premiers gouvernements, les premières constitutions étaient renversées et donnaient place à des dictateurs. Et donc, on peut dire que c'était peut-être l'âge de la révolution démocratique, c'était aussi l'âge de la révolution autoritaire aussi. Et on voit surtout au XXe siècle, on voit dans toutes les révolutions, on voit que ce besoin d'incarnation mène très, très souvent à la création non seulement d'un leader, d'un chef, mais d'un dictateur ou même quelque chose de même plus funeste. Et donc, par exemple, dans la révolution russe, surtout, déjà, il y avait des discussions entre les bolcheviks, déjà en 1917, 1918, où ils disaient, voilà, pour contrôler ce pays, il faut donner au peuple un Dieu. Il faut donner au peuple un Dieu. Et donc, déjà, Lénine était choisi pour être ce Dieu. Trotsky savait qu'en tant que juif, il ne pouvait pas l'être. Mais on faisait déjà de Lénine. Et donc, par exemple, il y a cette chose vraiment extraordinaire, c'est la préservation du corps de Lénine qui est toujours là dans la place rouge à Moscou. C'est une des choses les plus incroyables que j'ai vues dans ma vie, parce qu'il a l'air presque toujours vivant. Et c'était précisément pour créer ce genre de pharaon, de créer ce genre de Dieu qui est toujours là. Et donc c'est toujours un danger absolument qui a accompagné la création de ces nouveaux des gouvernements révolutionnaires dès le début, cette menace de la prise de pouvoir par un homme fort, pas pour une leaduse, pas pour une femme. Encore une fois, c'est les dangers des hommes en politique. Et même si parfois les hommes et les leaders peuvent se servir de garant pour un nouvel ordre, démocratique, comme Washington, d'une certaine manière, était le garant d'un nouvel ordre politique aussi. Beaucoup plus souvent, c'est pas le garant de du nouvel ordre politique et démocratique, mais c'est celui qui renverse l'ordre démocratique. Et donc, c'est ça le danger. Alors, pour répondre par une boutade, je dirais que les leaders, comme les histoires d'amour, finissent mal. En fait, et ça c'est une blague pour Emmanuel, les leaders, ça termine en statue, mais en statue que d'autres révolutions renversent. Hein. Il y a quand même beaucoup ça. Il y a qu'à voir toutes les statues de Lénine et Staline qu'on a fait tomber. Enfin, pas moi, hein, mais enfin que les différents peuples soulevés ont fait tomber. Non, mais blague à part, il y a de tout, hein. Parce que tout dépend de ce que devient la révolution, en fait. Si la révolution se transforme en état révolutionnaire et qu'elle se pérennise, voire se trahit aussi, hein, en devenant un état révolutionnaire, le leader, il devient un gouvernant. S'il suit ce changement, possiblement un dictateur. Si la révolution s'arrête et que la contre-révolution il met même une fin radicale, il termine en prison, en exil ou sur l'échafaud. Donc en fait, ça dépend un peu de tout ça. Alors pour répondre à la deuxième question, il est quelle heure? Faut qu'on se dépêche en fait, c'est ça? Ouais. Alors là aussi, non. Par contre, ce que je dirais, c'est que je pense que maintenant, on a de plus en plus pensé à comment faire des mouvements révolutionnaires sans leader, et donc aux formes d'organisation qui garantissent l'absence de révolutionnaire, parce que de leader, parce que pas de leader veut pas dire pas d'organisation. Simplement, leader veut dire des formes d'organisation particulières, alors que leader implique d'autres formes d'organisation, de médiatisation, etc. Et ce qui se joue, moi, je pense, dans tous ces mouvements, et que j'ai vu beaucoup à Nuit debout, parce que, moi j'ai beaucoup été à Nuit debout, j'ai quasi passé les 2 premiers mois tout le temps, donc je voyais comment ça se mettait en place, et puis après j'ai lu un peu au-dessus, mais voilà, ça a été vraiment pensé dans le mouvement 15e qui s'est appuyé sur des techniques de squatteurs, et c'est des formes d'organisation, c'est des formes de prise de parole, c'est enfin voilà, tout le monde s'appelle Camille, donc il y a plus de nom, enfin il y a plein de choses pour penser et pour organiser la foule raisonnable et la foule révolutionnaire sans leader.
Donc ça, plus que les outils, parce que voilà, une fois qu'on a dit que c'est plus facile de s'envoyer un SMS et que les réseaux servent à diffuser, on a vite fait le tour. En revanche, travailler, mais là c'est pas moi comme historienne, c'est des politologues, c'est d'autres personnes qui travaillent là-dessus, mais réfléchir aux formes d'organisation qui permettent d'éviter le danger de la personnification. Là, il y a un chantier qui est très intéressant. Merci à l'une et à l'autre. On va passer aux questions. Je vois qu'il y en a une première. Ensuite. Oui, vous avez évacué assez cruellement les anarchistes tout à l'heure. Et ce qu'il y a, c'est que ça s'est passé à la Commune de 1871, c'était quand même assez anarchiste. Et la République espagnole, notamment, les anarchistes étaient très actifs et ils sont fait écraser par les communistes et puis par les fascistes. Donc ça marche, les anarchistes. Et d'autant plus que les situationnistes, pareil, ils ne voulaient pas de leader. Et donc ça fonctionnait très bien. Et pourquoi ils se sont fait avoir? C'est par la force des mitraillettes. Enfin, donc il peut y avoir il y a des expériences révolutionnaires qui sont passées sans leader. Oui, on va prendre. Il y avait une autre question ici. On va prendre les deux. Là, au premier rang, le monsieur. Oui, excusez-moi. En fait, c'était juste pas une question. C'était pour un petit peu rebondir sur ce qu'avait dit la dame au début. En fait, et comme, j'avais 2-3 petites choses qui sont intéressantes à ajouter. Je trouve que plus que le mouvement révolutionnaire, il y a une notion que je trouvais intéressante qui a été développée, je crois, par Charles Tilly, notamment sur la distinction entre le moment révolutionnaire et l'issue révolutionnaire. Donc effectivement, on a des moments révolutionnaires qui peuvent déboucher sur le retour d'une dictature, sur une guerre civile ou sur un processus d'évolution qui peut aller vers un changement social. Je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est de dissocier entre révolution politique et révolution sociale. La révolution sociale, il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire. C'est des révolutions qui changent finalement la hiérarchie des classes et l'ordre social. Et je pense que ça peut éclairer aussi d'un jour la question du leader, parce qu'on se rend compte que dans les révolutions sociales, vous avez évoqué certaines, par exemple la révolution bolchevique, il y a souvent eu des leaders qui ont pensé avant le nouvel ordre social. Et la troisième chose, moi j'ai beaucoup travaillé sur les révolutions, ce que vous avez appelé les révolutions arabes de 2011, et là on a les exemples que vous avez cités sont éloquents, parce qu'effectivement on a ces 3 cas de figure. On a l'exemple tunisien, où effectivement on a eu un moment révolutionnaire dont l'issue est on peut dire un processus démocratique qui est peut-être toujours en cours, et je précise que c'est pas une révolution sociale, ça se saurait d'ailleurs si c'était une révolution sociale, puisque les cadres sociaux sont les mêmes, la bourgeoisie est restée en place et la classe dominée économiquement est toujours la même. On a eu l'exemple libyen, où on a eu un moment révolutionnaire qui a débouché sur une guerre civile très vite, avec en plus une intervention militaire extérieure, et qui maintenant l'issue est incertaine. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien un retour à un régime autoritaire sur le modèle égyptien, ou une évolution, j'appellerais pas démocratique, mais qui est ouverte encore. L'histoire est ouverte. On a eu le cas syrien aussi, où là on a eu une guerre civile, puis un retour à l'ordre ancien, et le cas égyptien, où on a eu très vite finalement un retour au régime autoritaire. Donc moi je suis toujours un peu gêné quand on parle des révolutions de 2011, parce qu'effectivement on a eu des moments révolutionnaires, mais pour des raisons différentes et qui relèvent aussi à la situation des pays, on a eu des issues révolutionnaires totalement différentes. Et un petit exemple pour le cas libyen, parce que je travaille beaucoup sur la Libye, et qui est intéressant pour la question du leader, c'est que justement le leader entre guillemets qui a été adoubé par les insurgés et aussi par la communauté internationale très vite, c'était justement quelqu'un qui était absolument pas charismatique. C'est Mustapha Abd Jalil, qui est un ancien ministre de Kadhafi d'ailleurs, et qui a mis un point d'honneur à rendre son tablier sitôt que le régime était tombé. Donc c'est plutôt le contre-exemple d'un leader de circonstance qui a peut-être, justement, c'est le cas que vous disiez, qui a peut-être fait ça justement pour éviter que ça aille trop loin, et qui a renoncé
ensuite à toute fonction. Et pour terminer sur la Libye, ce qui est intéressant, c'est que après 42 ans de régime autoritaire, les gens justement ne voulaient pas de leaders charismatiques. Tous les leaders un petit peu charismatiques qui émergeaient étaient rejetés systématiquement et le sont toujours. Enfin, si vous regardez depuis 2011, les rares personnes qui sont en position de pouvoir sont des gens qui sont justement pas charismatiques et qui ont sûrement été choisis par les Libyens, directement ou indirectement, hein, parce qu'ils n'étaient pas charismatiques. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur... excusez-moi, j'étais un peu long. On prend une dernière alors, hein, parce que si c'est sur le même sujet, j'ai compris, non? Oui, voilà. Non, moi j'avais juste une petite question. Je voulais juste savoir comment vous expliquez en fait le fait que justement au XXIe siècle, dans toutes ces révolutions, on n'a pas de leader charismatique. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors dans les révolutions, les mouvements révolutionnaires, je pense qu'il y en a pas parce qu'ils en veulent pas. C'est vraiment quelque chose qu'ils ne veulent pas et qui est dans ces différents mouvements régulièrement reposé, reformulé, relégitimé. Il y a un refus d'avoir un leader charismatique. Alors, il y avait plein d'autres trucs qu'on aurait pu étudier, hein. Je pense. Alors après, ce cas, c'est que je les connais vraiment moins, donc moi, je veux pas m'engager dans un truc que je connais pas trop. Mais le Rojava, c'est absolument passionnant à étudier à ce prisme-là. Ce qu'il y a, c'est que là, moi, je connais pas assez pour voir la révolution zapatiste, mais la récente, là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que là, à la base, on a plutôt un leader charismatique. Le sous-commandant Marcos, waouh. Alors, en même temps, pas personnifié. Il a sa, comment on dit là, cagoule. Mais en même temps, on avait plutôt un leader. Et bon, au bout du compte, il a pas joué un rôle de leader tel qu'on pouvait l'attendre. Enfin, c'est assez. Mais à nouveau, c'est des choses que je connais pas assez pour. Donc, s'il y a des gens qui connaissent, surtout n'hésitez pas. Mais voilà, en fait, il faut regarder au coup par coup. Et je suis tout à fait d'accord. Révolution arabe, ça veut pas dire grand-chose. C'était juste parce que ça dépend. À chaque fois, faut regarder dans le détail. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les leaders des gilets jaunes et j'ai pas parlé des autres, parce qu'il faudrait regarder à chaque fois. Je peux pas m'empêcher d'ajouter quelque chose. Ça renvoie à votre distinction entre moment et issue. Parce que si on regarde aussi les mouvements révolutionnaires de 89, il n'y a pas de leader non plus. En 48 non plus, en tout cas pas tout de suite, je veux dire, au départ. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi aujourd'hui? C'est des mouvements, donc, et les mouvements sont contre le leader, peut-être ou pas. En tout cas, ça fait pas émerger automatiquement un leader. Et après, il y a un moment de clôture ou de nécessité d'incarnation pour un nouvel ordre. C'est facile, sans leader peut-être, de faire tomber un ordre, mais pour créer un nouvel ordre, jusque-là, comme l'ancien ordre était personnifié par un roi ou une reine, on a eu besoin, de manière transitoire peut-être ou pas, d'un leader. Bon, est-ce que aujourd'hui, comme si on veut un nouvel ordre, c'est-à-dire une vraie révolution sociale et plus politique, qui vient remplacer un ordre qui n'est plus incarné, en tout cas pas de manière pérenne, peut-être que là maintenant il y a les conditions qui permettent d'imaginer un nouvel ordre non incarné tout de suite. Bon, je sais pas, c'est des divagations de comptoir. Hein. Oui, je pense qu'il faut distinguer dans les mouvements récents dont Mathilde Herrera a parlé, qu'il y a des mouvements révolutionnaires, par exemple dans les pays arabes, en Ukraine, en d'autres pays, où ils ont refusé d'avoir des leaders au début, mais ils s'attendaient à ce que, une fois la révolution faite, qu'il y aurait un système politique normal avec premier ministre, avec président, etc. Peut-être pas de la même sorte qu'un Kadhafi ou d'un Sadat, mais quelqu'un quand même qui serait, mais qui aurait des leaders ordinaires, tandis que en Occupy, Nuit debout, Gilets jaunes, là il y a vraiment un refus total des leaders. Ça c'est très différent. Et comme vous avez dit, les médias cherchent désespérément un peu les leaders, mais aussi ces mouvements montrent que combien c'est difficile de continuer avec un mouvement, parce que est-ce qu'on peut avoir une organisation sans une hiérarchie? En principe, oui. En pratique, c'est beaucoup plus difficile. Et on voit par Occupy, que je connais très bien, j'ai suivi de très près, et pendant un certain temps, c'était très impressionnant de voir les gens à Wall Street qui étaient là, mais après un certain moment, parce qu'il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de vraie organisation, et le mouvement s'était effrité. Et comme les Gilets jaunes, un peu comme la nuit debout aussi.
Oui, je me permets juste d'intervenir. Je rejoins ce que disait le monsieur tout à l'heure à propos de la révolution espagnole et notamment les anarchistes en Catalogne. Oui. Ça a très très bien fonctionné. Il n'y avait pas d'organisation et il n'y avait pas de hiérarchie. Après, effectivement, ça a planté pour d'autres raisons, mais le temps que ça a duré en Catalogne et notamment à Barcelone, il n'y avait pas de hiérarchie et ça a marché. Oui. Oui, il y a des exemples, mais on ne sait pas comment ça se serait terminé. C'est ça le problème. À cause des stalinistes, à cause des fascistes. Il y a une autre question, sinon, oui. Merci. J'avais une question parce que tous les mouvements semblaient être plus ou moins de gauche, en tout cas démocratique libérale, et je me demandais pour disons, les mouvements révolutionnaires de droite, qui me semble que de Mussolini à Trump qui a été évoqué, et je ne sais pas si une révolution de droite sans leader est même envisageable, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce type de révolution? Et aussi, c'est peut-être lié ou peut-être pas, sur la notion originale de révolution comme un retour, en fait, parce que vous avez évoqué cette idée un peu implicite, plus qu'implicitement, d'en finir avec les révolutions, mais disons peut-être c'est peut-être lié à cette idée d'un leader. Pour répondre un peu à cela, c'est une question très importante, en effet, et je pense que pour les révolutions dites conservatrices ou les révolutions de la droite, pour cette question de leader, c'est beaucoup plus simple parce que il n'y a pas précisément sur la droite, il n'y a pas vraiment ce débat passionnant qu'on a discuté aujourd'hui sur les questions est-ce qu'on peut avoir des mouvements révolutionnaires sans leader, parce que pour la droite, c'est pris tout à fait pour acquis qu'il y ait un leader. Et en fait, quand j'ai écrit mon livre qui s'appelle Men on Horseback en anglais, et j'ai demandé à mon éditeur français est-ce qu'on devrait garder le titre L'homme à cheval, et elle a répondu non parce que c'est le titre d'un livre par Dieu de Rio de la Rochelle. Oui, fallait mieux l'éviter précisément. Et donc, je pense que oui, il y a des révolutions de la droite et des révolutions conservatrices. Le nazisme, c'est un mouvement révolutionnaire, mais c'est un révolutionnaire entièrement autour, évidemment, d'un leader suprême, d'un leader maximo, comme Mussolini, comme beaucoup des leaders fascistes, absolument. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Oui, alors, par ailleurs, en même temps, je vous renvoie, mais je crois qu'elles n'étaient pas enregistrées, mais on a fait plusieurs séances ici sur la question de la possibilité peut-on parler d'une révolution de droite? Y a-t-il des droites révolutionnaires? Il y a eu 2 séances. Mochirio, Johan Chapoutot sont venus en parler, et la question d'ailleurs avait été abordée. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas de révolution de droite, que la révolution conservatrice est un oxymore qui essaie de récupérer le terme positif de révolution, et c'est ce qu'avait expliqué Maud et qu'elle explique Mochirio et qu'elle explique dans d'autres textes. Le terme révolution en Amérique, en tout cas au Brésil, elle le montre pour le Brésil, est récupéré pour sa charge, mais évidemment c'est pas une révolution qu'ils veulent faire. Alors je sais que c'est compliqué sur la question naziste, fascisme, mais j'ai plutôt, de fait, je suis plutôt convaincue, effectivement, par dire que c'est des mouvements qui peuvent qui se disent révolutionnaires, mais qui ne sont pas des révolutions. Donc, parce qu'au bout du compte, oui, il y a la volonté de créer un homme neuf, mais la hiérarchie sont pas renversées, les hiérarchies sociales, il n'y a pas de renversement aussi net. Puis par ailleurs, comme on voit, mais ça c'est ce que explique Johan Chapoutot, à quel point justement le nazisme se construit contre la Révolution française. Mais bref, voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à botter en touche en disant que non, il n'y a pas de révolution de droite et je vais parler que des révolutions de gauche. Mais là, n'empêche, on a une différence, une révolution. En tout cas, à droite, il se pose pas la question du leader. C'est à gauche qu'on se la pose un peu plus. Et depuis Robespierre, parce que les premiers vraiment à penser une révolution sans leader, c'était les révolutionnaires de 89. Il y avait même ce Prusse Anarchistes Klotz, qui est cette révolutionnaire qui est venu à la France, et dans un de ses pamphlets, il dit que la France doit se guérir d'individus. C'est une phrase remarquable, et surtout il voulait dire des individus en politique, des individus, des leaders. Je voulais juste ajouter quelque chose pour voir une révolution brune. Regardez les documentaires d'Arte
2 épisodes sur Berlin 1933, accessibles en ce moment. Vous allez voir ce que c'est que la construction d'une révolution brune, et avec la construction, la création de leaders, avec tout l'apparat, vous allez voir ça en images, en film, en interview, en journaux intimes des personnes qui ont vu ça sous leurs yeux. Vous allez voir ce que c'est et pourquoi aujourd'hui on n'a plus envie de leader charismatique. Enfin, je sais pas qui rêve d'un leader charismatique aujourd'hui. Regardez ces documentaires sur Arte, absolument exceptionnels. Mais il y a des gens qui rêvent de leaders charismatiques aujourd'hui. Je veux dire, Trump est populaire, Bolsonaro a été très populaire, il a failli regagner les élections. Je veux dire, cette nécessité d'amour, malheureusement, sans doute mal placée, existe. Mais j'imagine qu'il y a d'autres questions. Et il faut se souvenir le titre du livre de campagne d'Emmanuel Macron. Le titre, c'était Révolution. J'ai failli commencer par là. Oui, mais après, on a parlé de la révolution réganienne, précisément. Il y a d'autres questions? En fait, derrière votre projet, il y a aussi une partie prescriptive de comment faire une révolution, par exemple, dans l'avenir, sans leader. Et est-ce que vous pouvez élaborer dans quelques idées? Par exemple, j'ai vu que beaucoup de révolutions que vous avez montrées, en fait, avaient beaucoup de règles. Comme il y avait en fait, on changeait la parole, on disait que on va sélectionner des députés qui n'ont pas d'expérience, etc. Et quelles sont vos idées que vous développez en ce moment? Que je développe moi pas. Mon Dieu. Non, mais effectivement, il y a des règles. Il y a des règles. Après, le problème, c'est qu'elle fonctionne bien pour organiser une place ou une occupation. Hein. Donc, assemblée générale, parole qui tourne, l'absence de personnification, la durée de la parole. Hein. De toute façon, si on permet à quelqu'un de causer de plus de 20 minutes, au bout d'un moment, enfin, il faut limiter absolument. C'était 4-5 minutes sur à nuit debout. Donc, il y a tout un tas de stratégies comme ça. Aussi d'organiser en commission, c'est-à-dire d'atomiser un peu les éléments de discussion. Après, il y a la difficulté parce que au bout du compte, il y a un moment, on est un peu obligé de passer au gouvernement représentatif. On peut pas être en démocratie directe permanente. En revanche, on peut réfléchir. La commune y réfléchit aussi, au moyen de faire beaucoup plus circuler le pouvoir entre démocratie directe et indirecte, tous les moyens de réappel, de révocation, c'est des outils qui limitent les formes de leadership. Il y a sûrement, il y a toute une réflexion. Alors, je partage pas l'ampleur de toute, comment dire, je suis pas d'accord avec tout, mais je trouve que l'idée est pas mauvaise, c'est de passer aussi parfois par le tirage au sort. Même si je pense qu'on ne peut pas absolument tirer au sort tout le monde, mais on pourrait tirer au sort des candidats dans un parti, c'est-à-dire continuer à avoir une vie politique qui s'organise dans un cadre partisan, mais partisan au sens finalement des idées différentes, parce que de toute façon, bien sûr qu'il y a tout un tas d'idées différentes qui s'affrontent et il y a des programmes, c'est-à-dire avoir des programmes et puis à la fin, on tire les candidats au sort ou on tire dans les partis au sort ceux. Donc il y a des moyens en fait d'empêcher les émergences de leadership qui, on l'a dit, par ailleurs, sont effectivement souvent couplées avec des formes de virilité assez peu plaisantes, enfin moi je trouve, et qui sont finalement assez contraires à des pratiques démocratiques, c'est-à-dire que on voit bien dans certains partis de notre paysage politique que quand il y a des espèces de réflexes autour du leader, ça s'accompagne assez peu de démocratie interne dans ces mêmes organisations. Donc il y a une corrélation très nette quand même en fait entre le leadership et l'absence de démocratie interne. Donc il y a des outils pour empêcher. Il y a une autre question. Qu'est-ce que vous observez comme effet de l'absence de leader, d'abord sur peut-être l'engagement et les carrières militantes à l'intérieur de ces mouvements, mais également l'impact sur l'espace des mouvements sociaux, en fait les relations, les liens que peuvent entretenir des mouvements entre eux. Qu'est-ce que l'absence de leader peut, comment est-ce qu'il peut impacter ces relations-là? Alors,
dans les mouvements sociaux, là, ce qu'il y a, c'est que le temps est assez court et au bout d'un moment, on se retrouve. Enfin, si la question c'est dans les mouvements politiques actuels, ils ont des leaders. Hein. Enfin, beaucoup, c'est pas. Alors, plus ou moins. Hein, certains ont des cultures plus leadershipiennes que d'autres, mais quand même, ils ont ça. Je pense que l'absence de leader permet en fait que se dégage beaucoup plus d'idées, de dialogue, donc d'acceptation aussi de ce qui est choisi, parce que c'est pas choisi par une décision un peu de leadership, mais par une décision et une discussion collective. Donc ça permet plus ça. Moi de toute façon, j'ai un naturel de démocratie directe et de refus du leadership. Donc de toute façon, j'aime pas. Je suis contre. À chaque fois que j'étais dans une organisation qui commençait à dégager un leader, je me casse. Donc je suis pas très représentatif de. Ouais, je dirais tout simplement que mon expérience dans les mouvements politiques, c'est d'après des semaines et des semaines et des semaines de discussion, on commence à rêver de quelqu'un qui va dire voilà, ça va, on va prendre une décision maintenant. Il y a d'autres questions? Sinon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.